C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur, ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Bonsoir Roselyne. Il ne goûtait pas particulièrement l'art du compromis. Aujourd'hui, Emmanuel Macron y est contraint. Après son élection, il avait vanté une nouvelle méthode, mais pensait-il qu'elle lui serait imposée par les urnes? La Ve République avait été conçue pour en finir avec la quatrième et son lot d'instabilité pour dégager une majorité pour gouverner. Hier, le chef de l'État a appelé au compromis. Il en a appelé au raisonnable, au responsable. Certains peuvent s'inquiéter des blocages, de la paralysie ou de l'impuissance que pourrait générer cette composition. Et pourtant, elle est parfaitement conforme au résultat du premier tour de la présidentielle avec ses 3 blocs. Aux législatives, les Français n'ont pas voulu de Jean-Luc Mélenchon, mais ont refusé de donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Nous entrons certes dans une nouvelle ère inédite. Est-ce une chance pour la démocratie ou ce que certains appellent déjà la chienlit? On en parle avec nos invités. David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Carole Bargeon de l'Obs. Bonsoir. Et bonsoir Laurent Geoffrin. Bonjour. Écrivain, essayiste et président du mouvement Engageons-nous. Merci d'être là. Et en fin d'émission, Véronique Reissoul pour la chronique sur les réseaux. Alors hier soir, Emmanuel Macron a fait une allocution pour proposer de bâtir des compromis. Je vous propose de l'écouter. La plupart des dirigeants que j'ai reçus ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale, laquelle d'ailleurs n'est à mes yeux pas justifiée à ce jour. Beaucoup ont aussi fait part de leur disponibilité pour avancer sur des sujets majeurs et urgents pour votre quotidien. Le pouvoir d'achat, le travail, les moyens d'atteindre le plein emploi, la transition écologique, la sécurité. Je crois qu'il est donc possible, dans le moment crucial que nous vivons, de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir. Voilà, c'est un appel à la responsabilité. C'est ce qu'on peut appeler la bataille du mistigris, comme l'écrit un journal ce matin. Il fait en quelque sorte la chasse à ceux qui bloquerait tout compromis devant l'opinion. C'est une bonne stratégie, Jean-Marie? En tout cas, c'est la bataille qui vient de s'engager, c'est celle-là. Il faut que personne ne doit pouvoir porter la responsabilité d'un blocage. Et donc, on va essayer de pousser les uns et les autres à la faute pour que l'opinion puisse ensuite être juge de ce comportement. Il faut partir d'ailleurs de l'opinion elle-même. D'après un sondage ELAB, je crois, il y a 2 Français sur 3 qui sont satisfaits du paysage tel qu'il est issu des urnes. Après, on leur dit, mais que faut-il faire? Que faut-il faire? Il y a 20% ou un peu autour de 20% qui disent il faut l'union nationale, un autre 20% qui disent il faut une nouvelle coalition. Mais une majorité très forte dit il faut juger ça au cas par cas. Il faut que le gouvernement avance au cas par cas, texte par texte, et cherche des majorités sur tel texte, une autre majorité sur tel autre, et ainsi de suite. C'est ce que veut valider Emmanuel Macron à travers son comportement hier, où il met un petit peu l'opposition au pied du mur. Il va pouvoir s'abriter derrière leur comportement pour dire, voilà, nous n'avons que cette possibilité-là d'avancer texte par texte. Je pense que c'était ça l'exercice auquel il s'est livré hier. Mais avec cette assemblée, David, n'est-ce pas, dans le fond, une chance de revaloriser cette culture, bien sûr, qu'on n'a pas forcément en France, non pas de la coalition, mais en tout cas la culture du compromis qui est difficilement atteignable pour Emmanuel Macron et pour les présidents de la Ve qui sont des hyper-présidents et qui veulent décider de tout. Oui, c'est très juste. D'ailleurs, vous l'avez dit dans votre lancement, ce sont les élections, ce sont les événements qui imposent à Emmanuel Macron de tenir sa promesse de la présidentielle, que vous avez rappelée, celle du président nouveau et de la méthode nouvelle. On était fondé à ne pas trop y croire, à ne pas trop faire confiance au président candidat à l'évidence, parce que son bilan, son premier quinquennat avait démontré, on l'a souligné à l'envi, que la concertation, le consensus, le compromis n'était pas forcément sa tasse de thé, pour rester dans l'euphémisme. Donc on pouvait douter effectivement de sa volonté de se convertir à cette méthode-là dans le 2e quinquennat. Et évidemment, par la force des choses, ou plutôt par la force des électeurs, il n'a plus le choix. C'est-à-dire que vous avez un double effet. Vous avez effectivement un scrutin uninominal
un retour majoritaire qui était censé conforter de larges majorités, eh bien là, qui est à l'effet d'un scrutin proportionnel, puisqu'on a une assemblée éclatée en 3 ou 3,5 si on compte les LR, qui restent quand même. Et puis on a un président qui là est obligé de se mettre lui-même à la page. Et d'ailleurs, oui, il y a un extrait où il dit on va devoir s'y mettre tous collectivement. Enfin, il le dit en substance. C'est d'abord lui le premier concerné. Il n'a pas le choix. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, avec beaucoup d'habileté, eh bien, il refile le mistigris aux oppositions. Mais c'est habile, mais c'est à très court terme, parce que d'ici quelques jours, ça va tourner court, cette affaire. Laurent Geoffrin, ça va tourner court, ce fameux cas par cas, ce texte par texte, qui non, semble... pas forcément, ça pas dépend. Forcément. Remarquez, en 88... Mitterrand disait ça va durer. Mais Rocard, c'était moins difficile pour lui, parce qu'il il y a 14 mois il y avait moins de cas. Rocard a quand même passé des accords pour le RMI, la CSG avec les communistes, avec d'autres textes. Oui, mais il avait plusieurs alliés possibles. C'est ça. Tandis que là, Macron, en principe, il n'a comme allié possible que la droite. Que la droite, pas chez les sociaux-démocrates. Alors, ça dépend des textes. La Constitution française, c'est comme vous savez, ces héros de dessins animés qui se transforment. Alors vous avez un petit bonhomme, d'un coup il devient un monstre, puis après il redevient un petit bonhomme. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que la Constitution, si vous avez un président avec une majorité docile, c'est un régime présidentiel. Mais si vous avez une majorité au Parlement contre le président, c'est un régime parlementaire. Alors là, on n'a ni l'un ni l'autre, on est au milieu, et à mon avis, ils vont trouver un système. Le président a quand même des moyens. Imaginez, il dit, on va augmenter le pouvoir d'achat des Français. Alors la droite va dire, oui, mais ça coûte trop cher, c'est pas possible. Et la gauche va dire, mais c'est pas assez, il faut faire beaucoup plus. Alors, donc il n'y aura pas de texte. Mais Macron va dire, mais attendez, je propose de faire 10% sur le SMIC et de donner des primes à tout le monde, et alors je peux pas le faire. Vous l'aurez pas. Voilà. Pas de ma faute, moi je propose, et vous l'aurez pas. Vous croyez que l'opposition va se mettre dans cette situation? Imaginez même sur la retraite. Macron arrive et dit voilà, c'est 65 ans maintenant, pour tout le monde. Et la droite va dire oui, mais on avait d'autres propositions, etc. Et la gauche va dire c'est horrible. Mais la droite va pouvoir voter contre. Or, il suffit qu'elle s'abstienne. Oui, elle n'a même pas besoin de se mouiller, elle s'abstient. Elle dit bon, c'est pas mon projet, mais bon, ça va dans le bon sens, allons-y. Le projet, il passe. Oui, donc ça veut dire, Carole, qu'il peut trouver en quelque sorte une majorité qui ne porte pas son nom dans l'abstention de certains des droites. Ça veut dire déjà que Emmanuel Macron a eu parfaitement raison de dédramatiser hier c'est soir, ce qu'il a fait. parce qu'en fait, c'était quand même bien son intention. Tout le monde parlait de séisme, de crise, souvenez-vous de tous les commentaires, les titres des journaux, France ingouvernable, etc. Bon. Et il est exact que ça peut fonctionner, alors peut-être pas ad vitam aeternam, mais ça peut fonctionner pendant un bon moment, effectivement, avec des compromis, avec LR qui s'abstient, ou les socialistes qui s'abstiendraient sur un certain nombre de textes. À chaque fois, ce ne sera pas forcément les mêmes, d'ailleurs, qui ou s'abstiendraient ou apporteraient leur voix. Donc ça veut dire que la France, elle peut être gouvernable, dans des conditions, certes, compliqué pour lui, sûrement pas très agréable, parce qu'on sait que voilà, c'était quand même Jupiter qui aimait que l'intendance suive, et voilà. Mais il a dit lui-même hier qu'il fallait une autre manière de gouverner et de légiférer. Donc, après, effectivement, il y a eu cette... comment dire, la manière dont on a interprété ses propos sur les oppositions. Je pars à Bruxelles et à mon retour, les oppositions devront avoir fait preuve de leur responsabilité en présentant des projets, ce qui est apparu un peu comme un ultimatum. On comprend aujourd'hui, puisque la porte-parole du gouvernement a rectifié ce matin, qu'en fait, ça va prendre quelques jours et probablement jusqu'à la semaine prochaine. Mais effectivement, il peut trouver des majorités au cas par cas. Jean-Marie, on a... Oui ? Non, mais pour les oppositions, c'est évident qu'il faut garder l'image, le plus possible, l'image du Macron qui ne sait pas déléguer, qui ne veut pas concerter. Donc on dit c'est un ultimatum. C'était pas vraiment un ultimatum dans le texte, mais bon, voilà. En tout cas, ça a été interprété comme tel. Il ne parle pas de 48 heures. Après... Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est cette espèce d'emballement qu'il y a eu en effet le soir et le lendemain du scrutin, une France ingouvernable, qui a suscité, vous l'avez évoqué, un sourire narquois un peu de la part de certains de nos partenaires, parce que la coalition, le résultat qui oblige à une coalition, c'est le lot commun de tous nos voisins, tous nos pays voisins.
Donc c'est la démocratie, pour eux, c'est bâtir des coalitions. Pour nous, c'est une espèce de truc Horreur et ingouvernable, damnation, horreur, etc. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a quand même en France une particularité. Vous avez un des deux mouvements d'opposition, en l'espèce Jean-Luc Mélenchon, qui met en cause la légitimité de l'élection du président. Justement, il la met en cause puisqu'il dit, au fond, il fait comme s'il y avait eu dans le verdict des urnes cohabitation. Et en effet, s'il y a cohabitation, c'est un gouvernement d'opposition et ainsi de suite. Et justement, ce n'est pas le cas. Oui. Ce n'est absolument Vous pas le allez cas. répondre à ça Oui, en d'accord. écoutant François Oui. Ruffin, député, député de... La voix la plus modérée Marseille. des... De la Somme, bah oui. On l'écoute. Je n'ai pas vu de compromis de la part du président de la République, en tout cas. Il démarre son intervention en disant « Vous m'avez renouvelé votre confiance sur le fondement d'un projet clair en me donnant une légitimité claire. » Il y a 3 phrases, 3 mensonges. Parce que jamais on lui a renouvelé sa confiance, jamais... il a été réélu. Oui, mais c'est pas de la confiance envers le président de la République. Il n'a pas été majoritaire, loin de là. Et le projet clair, il n'y en a pas eu dans sa campagne, et il a aujourd'hui pas de légitimité claire. C'est quoi cette histoire de légitimité? C'est un pur scandale, un propos pareil, parce que c'est vraiment nier la règle démocratique de base. On respecte le résultat de l'élection. C'est un Trump au petit pied, là. Si Macron à 57% n'est pas légitime, alors Mélenchon à 20%, alors là, il est zéro. Non, absolument. Non, mais c'est invraisemblable. Il faut regarder le score de M. Ruffin dans sa circonscription et puis lui dire non, vous n'avez pas vraiment été élu, vous n'êtes pas légitime, parce que moi j'interprète les votes en votre faveur de telle et telle façon. Ça n'a pas de sens. En revanche, ce n'est pas le cas de toutes les oppositions. Je n'ai pas entendu Marine Le Pen nous dire que l'élection du président était illégitime ou que le président n'avait pas été élu en quelque sorte, ce que nous disent les mélenchonistes de facto. Donc il y a une vraie bataille là qui va certainement envenimer le climat, en tout cas notamment de la part d'un groupe dont certains porte-parole nous ont dit on lui promet l'enfer. Donc voilà, c'est la recherche du compromis d'un côté, la promesse de l'enfer de l'autre. On est en France. Alors justement, Marine Le Pen, qui a quand même 2 visages, qui est capable de faire un retour à l'extrémisme quand il s'agit de remobiliser sa base, et à la fois d'être, par exemple, comme ça l'a été face à Éric Zemmour, Laurent, d'une... Marine Le Pen, plutôt Ramina Groby, plutôt centriste, un côté mouti en quelque sorte. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elle est en recherche encore plus de crédibilité, légitimité, et même elle est institutionnalisée avec 89 députés, peut-être avec des postes importants, des leviers comme la commission des finances. Elle dit qu'elle sera constructive. Est-ce qu'elle peut, en quelque sorte, Laurent, piéger la droite en étant justement plus raisonnable? Parce que est-ce que dans le Elle fond... veut essayer de paraître raisonnable. Mais vous savez, Ramina Grobis, c'est exactement le mot. Parce que c'est celui qui a les griffes les plus dangereuses. Oui. Hein, c'est le chat qui mange toutes les souris. Alors que les souris pensent qu'il est très gentil. Enfin, c'est le chat, la belette et le petit lapin. C'est pas les souris, mais enfin bref, peu importe. Enfin, bref, Ramina Grobis mange tous les animaux qui passent. Mais il a l'air très gentil. Ouais. Et donc c'est Marine Le Pen. D'ailleurs, ça s'est passé pendant la campagne. Tout le début de la campagne, effectivement, elle avait l'air de me mère à chacha et très gentille, etc. Et puis alors, entre les 2 tours, alors Macron s'est réveillé en disant mais quand même elle a un programme. Et dans ce programme, il fallait changer 22 articles de la Constitution pour mettre les immigrés dehors. En gros, c'était ça. Et donc, on s'est aperçu qu'elle était quand même beaucoup plus raide qu'on pensait avant, ou ce qu'on avait cru penser grâce à Zemmour, parce que alors Zemmour est tellement extrême que il l'a révélé dans sa... N'importe qui a l'air radical socialiste à côté de lui. Donc, effectivement, Zemmour a réussi en 3 mois ce que Marine Le Pen n'avait pas réussi en 10 ans, c'est-à-dire toute sa stratégie de respectabilisation et de notabilisation. Alors là, effectivement, c'est une étape supplémentaire. Vous avez vu tout ce cinéma avec... Nous, on est très sympa, on est souriant. C'est la consigne qu'elle a donnée. On met des cravates. On met des cravates. C'est la consigne qu'elle a donnée à ses ouailles, enfin à ses 88 députés. Mais bon, je pense qu'on va s'apercevoir, comme d'habitude, avec le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, que s'il y a quelques cadres qui ont de l'expérience politique et qui sont capables de tenir la route sur le plan parlementaire, il va y avoir quand même un paquet, je pense, de gens qui ont été élus, certes, à la faveur d'une vraie vague d'extrême droite, notamment dans des régions et des coins où
où jusqu'ici elle ne performait pas, mais vous allez avoir les traditionnels, je dirais, hurluberlus qu'on est allé chercher ici et là, pas forcément des élus et qui vont faire des leurs. Et là, la presse et les journalistes vont évidemment s'intéresser au palmarès des uns et des autres et on va avoir des surprises, je pense. Mais je pense qu'on n'est plus du tout dans ce le... que dit David est vrai, mais il me semble quand même qu'on a franchi une étape décisive. Voilà, on n'est plus dans 88. Article 1, le Front républicain s'est effondré, n'a plus existé, et donc c'est ce qui explique le nombre de députés du Front National. Et vous disiez tout à l'heure, Roselyne, institutionnalisation du FN et de l'extrême droite. Oui, elle s'institutionnalise en même temps à une vitesse extrêmement rapide, qui correspond à ces images qu'elle renvoie à l'Assemblée nationale, où désormais elle fait partie du paysage. Et non seulement cela, mais on va voir sûrement un élu Front National ou Rassemblement National comme vice-président de l'Assemblée. Elle-même, elle va être un président de groupe qui va être particulièrement respectueuse du règlement de l'Assemblée, des us et coutumes des parlementaires et ainsi de suite. Elle va essayer d'illustrer un pas de plus dans sa crédibilisation. Oui, moi je crois qu'il faut pas je suis d'accord avec Jean-Marie et je pense qu'il faut absolument pas les sous-estimer. Peut-être y aura-t-il un ou deux hurluberlus, c'est possible. Mais il faut pas d'abord oublier une chose, c'est que le Rassemblement national a gagné 1 200 000 électeurs par rapport à 2017. Donc c'est une progression progressive depuis des années. Là, elle est enfin arrivée, au fond, à s'installer malgré le scrutin majoritaire. Et ça peut lui donner des ailes. Et des ailes, pas forcément, je veux dire, dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans le sens d'apparaître comme sérieux, parce que... Et piéger les Républicains, du coup, et être plus responsable. Non, mais avoir ce socle de 89 députés... effectivement être dans les institutions de la République, ça peut être extrêmement motivant et au fond ils peuvent commencer à y croire vraiment pour la prochaine fois, contrairement à ce que disait Éric Zemmour, où il disait tout le monde sait que Marine Le Pen ne sera jamais élue. Eh bien là, elle va il a eu raison cette fois. Oui, parce que le jamais peut-être le jamais est toujours de trop en politique. Exactement. Mais David, le rêve de Marine Le Pen, certes, c'était d'être élue ou d'être élue un jour. Mais entre les deux, c'est peut-être de remplacer la droite. Évidemment, il se passe à l'extrême droite ce qui se passe à gauche avec Jean-Luc Mélenchon, où, souvenez-vous, Mitterrand avait plumé la volaille communiste. Aujourd'hui, c'est retour à l'envoyeur, merci, même si Jean-Luc Mélenchon n'est pas communiste. Mais voilà, il plume les écologistes, il plume les socialistes, même s'il leur a quand même permis, il faut le souligner, d'avoir les moyens politiques et financiers très conséquents que fournit un groupe parlementaire grâce à la NUPES et sans laquelle il n'aurait sans doute pas eu ces possibilités. Donc il se passe exactement la même chose. Mais là, vous savez, à l'extrême droite, il y a toujours deux stratégies. Est-ce qu'on essaye de supplanter la droite ou est-ce qu'on essaye de s'allier avec elle ? Éric Zemmour, c'était la deuxième option. On a vu qu'il avait raté dans les grandes largeurs, surtout aux législatives, parce qu'il a quand même fait 7% à la présidentielle, ce qui, pour une entreprise politique fondée 8 mois avant, n'est pas négligeable. C'était quand même une petite percée. Mais en tout cas, il n'a pas réussi à transformer l'essai et la pérennité de son mouvement et donc de sa stratégie, l'union des droites, chère à Marion Maréchal, à la droite hors les murs, est finalement aujourd'hui rendu un petit peu caduque par cette poussée. Effectivement, vous avez raison de remarquer que c'est le seul parti qui gagne 1,2 million d'électeurs entre les deux législatives. Et surtout, c'est le seul parti qui ne perd que très peu d'électeurs entre la présidentielle de 2022 et les législatives. Je crois que c'est 20% de pertes, alors que tous les partis sont plutôt autour de 50, 40, 60%. Et c'est ce qui explique sa percée. Alors, hier soir, vous l'aurez peut-être noté, Emmanuel Macron n'a pas évoqué le nom d'Elisabeth Borne, donc sa première ministre. Et 2 jours avant, François Bayrou avait sorti un peu la sulfateuse en disant qu'il fallait une première ministre plus politique que technique. C'était évidemment, il visait Elisabeth Borne, on l'écoute. Je pense que les temps exigent que le Premier ministre ou la Première ministre soit politique. Qu'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays, mais au contraire les sentiments profonds qui s'expriment dans le peuple. Alors Laurent Geoffrin, vous écrivez ce matin dans l'Opinion, soyons francs, elle est nulle. Elle parle comme un robot, comme un répondeur automatique des années 80, comme une opératrice des anciennes compagnies de taxi, R2 à Matignon. Ce qui lui donne le charisme d'une machine à café.
Un café décaféiné. C'est pas très gentil. Elle est habillée. Non, c'est pas très gentil. Mais il y a une nuance. Ah bon, oui. Non, mais vous n'allez pas tout lire. Mais non, je parle de la forme. Ouais. C'est-à-dire sa manière de parler, en fait. C'est un problème pour un homme politique, pour une femme politique. C'est comme un journaliste qui ne sait pas écrire. C'est un problème. C'est comme un joueur de rugby qui est gêné par la forme ovale du ballon. C'est une chose qui gêne, quoi. Et donc, elle est un peu dans cette situation, c'est vrai. Elle est certainement très compétente pour gérer la SNCF, je ne sais plus ce qu'elle a, ou la RATP. Et puis là, ou même pour être directrice de cabinet d'un grand ministère, il n'y a pas de Ou une problème. préfecture. Mais voilà, c'est une haut fonctionnaire qui lit son texte comme je le lisais, moi, en 4e. C'est vrai qu'elle n'est pas très galvanisante, mais est-ce que le rôle... Est-ce que quand elle fait un discours, on l'a vu au lendemain des législatives, enfin le soir des législatives, le deuxième tour, c'est vrai que c'est ce que vous décriviez sur la voix de répondeur. Mais est-ce que, dans le fond, ce qui lui est demandé, c'est d'être... oui, mais le Premier ministre, dans les coulisses, et de négocier. Va au Parlement défendre le gouvernement. Alors, si elle vient et qu'elle fait c'est cette espèce de mécanique verbale bizarre. Alors, peut-être qu'elle peut faire des progrès. Hein, elle est en stage d'une certaine manière. Mais c'est bizarre. C'est étonnant. Parce qu'à mon avis, elle a été nommée un peu comme avait été nommé Castex, qui pourtant, lui, parlait quand même mieux. Mais parce que le président ne veut pas avoir un Premier ministre trop fort, parce qu'il veut gouverner lui-même. Oui. C'était avant le... C'était avant. Ça renvoie à une lecture par Emmanuel Macron des événements à venir, comme je serai de toute façon reconduit, et ensuite j'aurai une majorité. Et ça explique beaucoup son absence de campagne, le fait qu'il ait si peu fait campagne. C'est parce qu'il est persuadé que mécaniquement, les Français l'ayant réélu vont lui donner une majorité pour gouverner. Donc si on lui redonne une majorité pour gouverner, il prend ce qu'il aime, c'est-à-dire un ou une collaboratrice, et non pas une personnalité politique. S'il avait perçu qu'on changeait d'époque, que les Français seraient beaucoup plus exigeants à son égard, il aurait peut-être réfléchi à un profil politique, en effet, et qui aurait joué son rôle pendant les 2 mois qui nous ont séparés de l'élection présidentielle. Parce que rappelons-nous que pendant ces 2 mois, il ne s'est rien passé, ni du côté du gouvernement, ni du côté du président, parce qu'encore une fois, il jouait sur la mécanique institutionnelle. Bien, il s'est trompé, il a fait une part trop faible au jugement des Français à son égard à lui, parce que dans le vote, évidemment, des législatives, il y a une part de rejet d'Emmanuel Macron qui est réelle. Mais Jean-Marie, est-ce que aller jusqu'à ce que disait... c'est cool, mais Jean-Marie, est-ce que vous pensez que, franchement, il peut s'en débarrasser au bout d'1 mois? C'est compliqué. Parce que c'est une femme, parce qu'elle faire moins qu'encore qu'Édith Cresson, qui était restée 18 mois. C'est surtout compliqué parce que les autres le demandent. À partir du moment où tous les jours, à toutes les heures, toutes les minutes, Jean-Luc Mélenchon et les siens et d'autres, tous les partis d'opposition disent il faut qu'elle parte, etc. Si vous êtes comme ça sous la contrainte et une demande aussi forte, c'est plus difficile. Mais il n'y a pas que les partis d'opposition. Il y a François Bayrou. François Bayrou, hier soir, et il avait commencé déjà la veille sur France Inter le matin, mais hier soir, sur une chaîne concurrente, comme on dit, et après l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est ça qui est intéressant. Il en a rajouté plusieurs louches en expliquant qu'en gros, il fallait changer totalement de logiciel, qu'on se tromperait à vouloir édulcorer le message, ce qui semblait tout de même viser indirectement Emmanuel Macron, auquel il semblait reprocher au fond de ne pas vouloir se plier à une sorte de vrai régime parlementaire, parce qu'au fond, ce qu'a dit Bayrou hier, c'est qu'il faut élaborer les textes en commun, c'est-à-dire y compris des textes qui émanent des propositions de loi, ça s'appelle en général, et donc il fallait changer complètement de logiciel. Et évidemment, il a réitéré le fait qu'il fallait un Premier ministre au profil politique. Donc évidemment, il pensait... à lui-même. Évidemment, à lui-même. Le problème, c'est comme on le disait, c'est un peu compliqué de changer Elisabeth Borne alors qu'elle a à peine commencé. Oui, et que l'argument numéro 1 de vente de sa première ministre, et de son choix d'ailleurs, c'était qu'il fallait absolument, 30 ans après Édith Cresson, nommer une femme à Matignon, ce qui était d'ailleurs une très bonne chose, ou plutôt c'est l'anomalie de ne pas en avoir eu depuis qui était... absolument étonnante. 2 choses. La première, c'est que il y a quand même, je dirais, à un moment, tout ce qui vient d'être dit est très juste. Et donc, mis bout à bout, je pense qu'Elisabeth Borne, on peut le dire, est en sursis, évidemment, à Matignon. Combien de temps ça va durer, c'est la question. Il y a beaucoup de choses en sursis en ce moment. Oui. Je crois que dans l'esprit de l'entourage du président, on aimerait bien la conserver jusqu'au vote du budget, du projet de loi de finances à l'automne. Ouais.
je ne suis pas certain que ça puisse marcher. Et vous avez remarqué que il y a quand même des femmes qui ont pris des postes très importants dans la majorité. Une femme qui est présidente du groupe macroniste, Aurore Berger. Une femme qui va vraisemblablement prendre pour la première fois de l'histoire Le perchoir. la présidence de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet. On peut aussi considérer que, je ne dis pas que tout ça a été pensé, orchestré, mais on peut considérer que ça compenserait en quelque sorte vous avez raison. le remplacement ça pourrait. de Madame vrai. Borne. Et puis, deuxième argument, Madame Borne peut peut-être aussi être remplacée par une autre femme. On a vu Madame Vautrin dans Libération cette semaine qui repointait son nez après avoir été quasiment nommée il y a un mois. Voilà, il y a d'autres options. Mais pour toutes les raisons qu'on a évoquées, voilà, Madame Borne. C'est vrai que Macron, ses premiers ministres ont été de plus en plus des collaborateurs. Édouard Philippe n'en était pas un. Jean Castex en était un, mais vous l'avez dit, il avait une vraie existence politique. Madame Borne conclut ce chemin vers, je dirais, la théorie sarkozyste du Premier ministre collaborateur. Mais effectivement, là, ça ne peut pas coller, tout simplement parce que, on l'a dit tout à l'heure, ce chaudron va devenir l'hémicycle. Ouais. Voilà, Ça dépend encore des scénarios. Cela dit, si évidemment il y a une coalition, donc avec les Républicains, ce qui pour le moment est récusé par les Républicains eux-mêmes. Mais si jamais il y avait une partie des Républicains, etc., le changement de Premier ministre est obligatoire. Parce que vous avez un nouvel équilibre politique, donc il faut de toute façon changer de Premier ministre. Et vous mettriez sans doute un Républicain. En revanche, si vous restez seul et que vous allez à la bataille texte par texte, voilà, ça peut prolonger le bail de quelques semaines ou quelques mois de Madame Borne. Ouais. Elle peut faire contraste avec l'emphase, outrancière de certains orateurs parlementaires. Elle sera l'exact opposé. Ouais, de ce que vous décriviez d'ailleurs. Mais vous pensez qu'elle est Le café très très caféiné, quoi. Mais il faut des hurleurs en face. un peu de guronzan dans son verre le matin. Mais vous ne trouvez pas que c'est quand même un peu délicat de la débarquer si tôt ? C'est gênant, hein, oui. Ça veut dire qu'on a commis une erreur. En plus, c'est une femme. On va dire, là, ça tombe encore sur une femme. Embêtant, c'est sûr. Oui, c'est embêtant. L'idéal, c'est de trouver une autre femme. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a en magasin On en avait évoqué quelques-unes avant la nomination de Madame Borne. Il y a Catherine Vautrin qui vient de la droite, même si elle a fait mouvement vers la Macronie depuis 6 mois. Il y a Madame Marisol Touraine qui est ancienne socialiste, qui est d'ailleurs peut-être toujours et qui s'est rapprochée de la Macronie également. Mais enfin, effectivement, si l'hypothèse c'est une coalition avec les Républicains, je pense que les Républicains vont se faire payer très très cher leur soutien à Macron, et donc ce sera vraisemblablement un Premier ministre issu de leur rang, si c'est le cas, c'est de la politique fiction. Hein. Nadine Morano, ça serait bien. Voilà, Madame Morano, non, mais quelqu'un de plus central, je ne sais pas, Agnès Evren, voilà, la vice-présidente des Républicains. Mais c'est pas forcément une femme. Pas forcément une femme, d'ailleurs. Parce que cela dit, Emmanuel Macron récuse un gouvernement, enfin, c'est pas qu'il récuse, mais voyant les réactions, pas de gouvernement d'union nationale. Cependant, il va aller à la pêche quand même. Il va essayer de tendre l'hameçon à certains à droite, et on le sait, qui, à un moment, vont y aller. Non seulement ça, mais avant même le scrutin, un certain nombre d'élus de droite, dont certains ont été réélus, avaient adressé des signaux très clairs en direction du président de la République. Donc ceux-là, probablement, on va peut-être les retrouver au moment du vote de certains textes. Mais hier soir, Emmanuel Macron a quand même expliqué qu'il manquait une trentaine de députés. Donc on s'est tous interrogés sur le fait de savoir si tout d'un coup il avait fait une erreur de calcul ou si on avait mal entendu. Bon, et donc, parce qu'il manque 44 députés. Parce qu'en fait, il en manque 44. Oui, donc ça veut dire qu'il en a déjà attrapé quelques-uns. Et donc ça pourrait vouloir dire qu'il en a déjà trouvé 14 qui seraient prêts à voter c'est un vrai problème difficile. Jusqu'où aller dans le fait que je vous ai entendu, je vous ai compris. Jusqu'où faut-il aller quand on dit « je vous ai compris » aux Français? Alors, il ne l'a pas dit dans ces termes, mais enfin, c'est ça que ça voulait dire un petit peu. J'ai entendu, ainsi de suite. Jusqu'où aller? Si on est dans une lecture, en effet, telle que François Bayrou la développait, comme rappelait Carole, eh bien, on est quand même dans une lecture parlementariste, exclusivement parlementariste, et on n'est plus dans la Ve République. Dans la Ve République, il n'y a pas eu de majorité en faveur d'une cohabitation, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, et donc le président reste le président, il a une majorité certes relative, il a un gouvernement certes minoritaire, mais il est quand même apte et légitime à gouverner. Et donc là, on peut aller vers le texte par texte, c'était le cas de Michel Rocard. C'était le cas aussi de... Je me demande si ce n'était pas le cas d'Édith Cresson aussi, qu'elle avait été obligée, elle aussi, de
de négocier texte par texte. Mais en tout cas, Michel Rocard, c'était le cas. Personne n'avait contesté la légitimité de François Mitterrand qui venait d'être réélu. Donc c'est un vrai sujet d'interprétation à la fois des institutions et en même temps d'analyse de ce qu'ont voulu dire les Français. C'est pour ça que je revenais à ce sondage qui disait que les Français sont très contents du paysage nouveau tel qu'il est apparu et ils souhaitent que le président aille à la pêche aux voix pour faire voter texte par texte. Ce qui veut aussi dire, en fait, c'est qu'il ne va pas seulement avoir de problèmes avec les oppositions, comme on dit, mais il peut aussi avoir des problèmes en interne dans sa propre majorité. Je veux dire, la déclaration de Bayrou était quand même très très forte hier soir. En gros, il disait ça va pas assez loin. Et Emmanuel, tu n'as pas, malgré ce que tu dis, tu n'as pas entendu tout le message. Et évidemment, pourquoi il dit ça, François Bayrou? Parce qu'il est centriste et qu'au fond, cette assemblée qui arrive malgré le scrutin proportionnel et qui ressemble presque à une assemblée issue d'un scrutin proportionnel, c'est le rêve de sa vie. Et c'est le rêve de sa vie de Bayrou. Et donc, il se verrait très bien à cette manœuvre-là. Bon, Macron, certainement, ne l'entend pas de cette oreille. Édouard Philippe a proposé d'autres solutions. Une autre, il est plutôt sur l'idée de la grande coalition avec LR, par exemple. Donc, ça va quand même être compliqué. Il ne va pas avoir que à aller chercher des voix, Emmanuel Macron, auprès des oppositions. Il va devoir aussi s'entendre au sein même de sa propre majorité. Oui. C'est vrai que le climat a changé depuis 5 jours en Macronie. Vous avez remarqué que les gens s'expriment plus volontiers, critiquent plus volontiers, les langues se délisent, ce qui montre bien que le président est en position de faiblesse. Juste un mot pour souligner qu'il y a quand même un paradoxe ou une ironie de l'histoire à voir que le président qui nous vendait un nouveau monde en 2017, finalement, nous ramène au combination de la 4e République. Laquelle 4e République, pour retomber sur le point de départ, a quand même fait beaucoup de choses en termes de politique publique. Et donc, c'était compliqué. C'était pas très reluisant en termes d'alliance à géométrie variable et de combinaison, justement, mais il y a eu des avancées. Donc, oui, le président peut faire des choses et peut. Alors, ce ne sera pas son programme tel qu'il nous l'a vendu, même s'il n'a pas vendu grand-chose, puisqu'on ne le connaît pas, mais ce ne sera pas vraisemblablement du macronisme pur et dur. Le projet clair, ça, c'était un peu... Un peu too much. Mais voilà, il pourra faire des choses, il pourra faire passer quelques réformes. Et on passe à la chronique sur les réseaux, la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bonjour ma chère Véronique. Bonjour. Alors, les Français, bon évidemment, on le sait, n'ont pas été passionnés par les législatives, mais peut-être par les résultats. Eh bien, c'est incroyable. Rappelez-vous, de semaine en semaine, on a vu, ça n'intéressait pas du tout les Français. Là, ça les intéresse. Ils ont énormément commenté, 1,2 million de messages depuis les résultats. Donc, on peut dire que ça les a intéressés. Alors, qu'ont-ils dit? On a commencé par un petit nuage d'émojis, parce que bon, ça devient une tradition. Alors évidemment, vous avez le V de la victoire qui était le symbole des NUPES qui sont contents et qui disent que c'est formidable. Le gros rouge, point rouge qui dit c'est important. Vous avez des cœurs parce que les gens sont plutôt contents. Globalement, on va dire que c'est plutôt un nuage assez positif. Et quand on va regarder derrière, les mots, c'est même carrément positif. Et si on sort des politiques, que je n'ai pas pris dans ce corpus, si on enlève les militants, si on enlève les journalistes, eh bien, les gens, ils sont plutôt contents, et voire même très contents. En gros, ils disent, voilà, c'est une représentation qui nous ressemble, on va avoir des compromis, on a élu des députés qui vont devoir négocier, ils vont devoir être responsables, il va y avoir des débats. Alors 2000, vous demandez pourquoi? C'est parce qu'en fait, les gens sont très contents qu'il y ait des gens qui sont nés en 2000 qui arrivent. Bon, ça, c'était un petit truc, voilà. Et puis, il y avait pas mal de commentaires sur l'arrogance va être terminée. Enfin, voilà. Le seul point négatif, c'était sur le RN. Et d'ailleurs, quand on regardait les émojis, les seuls moments où c'était un peu négatif, c'est que les Français et les internautes ont un peu peur quand même de ces 89 députés RN. Mais ils attribuent majoritairement la présence de ces députés à M. Macron. Et donc, en gros, en tout cas dans les commentaires, c'est de sa faute s'ils sont là, il n'a pas écouté, il n'a pas vu, il n'a pas fait, il n'a pas donné de consigne. Enfin, il y avait beaucoup de messages autour de ça. Il s'avère que nous avons sorti un sondage cet après-midi pour le Figaro avec Odoxa, et on a posé la question, au-delà d'observations sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes content? Je crois que c'est sans appel. Oui, les gens, ils sont plutôt contents de cette nouvelle Assemblée sans majorité absolue pour le gouvernement. 64% des Français disent c'est bien, ça nous va.
Très intéressant parce que ça recoupe exactement ce que nous disions tout à l'heure. Pendant la campagne, 70% des Français voulaient une cohabitation, donc ils étaient majoritairement pour la cohabitation. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord sur le type de cohabitation et le nom du Premier ministre, évidemment. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on avait, au fur et à mesure, chaque semaine, la semaine dernière, vous avez dit que les sympathisants NUPES, ça descendait, et effectivement, on a constaté qu'ils étaient moins mobilisés, pas les militants, les sympathisants. Et c'était pareil pour les sympathisants LR. Et ce qui était notable, alors ça ne permettait pas de prédire le succès des RN, mais par contre, on voyait que les sympathisants RN n'hésitaient plus, c'était plus tabou de dire « moi je vais voter RN, voilà, c'est pas grave, j'ai pas envie de Macron ». Enfin, voilà. Donc c'était des indicateurs qui montraient que voilà, ils étaient motivés pour faire autre chose. Alors, dans les raisons pour lesquelles ils sont très contents, la première des raisons, c'est les nouveaux profils. Ça, c'est vraiment quelque chose qui plaît aux Français. Les fameux 2000, je vous disais, ces fameux jeunes qui sont là et qui représentent une partie de la population qui vote peu et qui disent bah voilà, les gens vont nous comprendre parce que les boomers, vous êtes sympas, mais vous ne nous comprenez pas. Donc voilà, les jeunes arrivent. Et c'est le premier message, même 146 000 interactions. Donc vous voyez, ça a été beaucoup repris. Deuxième sujet, c'est des gens comme nous. Alors même s'il y a une petite polémique autour de Madame Keke, mais globalement, c'est le deuxième message, 48 500 interactions. Les gens disent c'est bien, c'est des gens comme nous, on a envie de gens comme nous, parce que les politiques sont un peu loin de nous connaissent pas, sont loin de notre quotidien, ils sont hors sol, donc on va avoir des gens qui nous ressemblent et qui comprennent. Après, dans les autres raisons, eh bien, c'est que c'est le fait qu'il y ait une sorte de proportionnel qui s'est invité. Ça plaît énormément aux Français. Et le dernier, c'est les débats. Et ne nous trompons pas, c'est pas l'anti-Macron, mais c'est l'anti-imposition, ce qu'on voit souvent comme message. C'est-à-dire, ils sont pas contents qu'il y ait des débats pour embêter M. Macron, c'est qu'ils disent on veut plus qu'on nous impose des sujets, on veut qu'on en débatte, voire même, on pouvait lire sur certains forums de Gilets jaunes qui ne descendraient pas dans la rue, puisque maintenant, le spectacle et les débats seront à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même pas mal. On pourrait même faire un parallèle entre le rugby et le football. Je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que s'il y a des fans de football, je vais me faire détruire. Mais, voilà. Mais en gros, voilà, de dire que, dans le fond, si les débats ils ont lieu à l'Assemblée nationale, ça n'est pas la peine de descendre dans la rue. Donc c'était plutôt... Laurent, très court, c'est un vote que vous jugez, dans le fond... qui est en corrélation avec ce que les Français pensent, en fait. Est-ce que c'est... oui, mais il n'est pas forcément rassurant, parce que vous avez quand même une majorité de gens qui sont un peu extrêmes. Ouais. Et donc l'alternance... Parce que l'idée de Macron, c'est de dire, bon, on se met au milieu et on coupe l'omelette par les deux bouts, comme on disait. Bah, c'était Juppé aussi. Ouais. Juppé voulait faire ça, c'était la même chose. Mais maintenant, c'est quoi l'alternance ? C'est Mélenchon ou c'est Le Pen ? Je ne trouve pas que ce soit un progrès. Véronique, deuxième question. Donc, le discours d'Emmanuel Macron hier soir, il a été accueilli comment ? Très suivi. Ce que les gens ont retenu, c'est les 8 minutes. Ça, ils ont bien aimé. Ils ont dit, pour une fois, c'est court, on peut écouter en entier. Ils ont dit, bon, ça nous fait gagner du temps. Moi, ils ont trouvé ça bien. D'habitude, c'est plutôt Fidel Castro. Oui, il y avait même des gens qui disaient, putain, pour une fois, j'ai pu l'entendre en entier, du début à la fin, j'ai pas lâché. 8 minutes, j'ai réussi à tenir. Globalement, ils ont retenu qu'il rejetait la faute sur les autres, qu'il était encore très Jupiter, qu'il n'a pas cité Madame Borne. Et je vous ai sélectionné 3 messages un peu ironique, mais qui résume bien. Le premier, dans ma grande bonté, je donne 48 heures aux opposants pour se soumettre à ma volonté. Ça résume assez bien ce sentiment d'ultimatum et de, et l'opposition va devoir se positionner. Un autre qui était pas mal, parce qu'il y a du 2e et du 3e degré, qui est « Mes chers compatriotes, vous m'obligez à activer la puce 5G que nous avions mis dans les vaccins. Répétez après moi, je veux partir en retraite à 65 ans. » Voilà, Macron aux commandes, une espèce de parodie, mais qui résume quand même bien aussi ce qu'on pouvait voir. Et puis après, j'avais envie de terminer par un clin d'œil qui, sur Instagram, est beaucoup repris. Et oui, figurez-vous que nos amis les Belges, eux aussi, rigolent bien. La France, sans aucune majorité à l'Assemblée. La Belgique répond... First time. Voilà. Merci Véronique, merci à Charlotte Urien-Tomaca pour avoir préparé cette émission, à toute l'équipe technique. À très vite, merci.